l'OPEP à Vienne. Mais je dirais, comme disait votre interlocuteur, c'est l'Iran qui est vraiment la clé de cet accord, d'autant plus que dans l'esprit des Iraniens, il doit y avoir quand même aussi qu'est-ce qui va devenir de l'accord de dénucléarisation qui était passée avec beaucoup de pays, dont les États-Unis. Il faut savoir que la campagne de Trump était pour sortir de cet accord et recommencer des sanctions économiques contre l'Iran. Donc l'Iran a peut-être absolument intérêt en ce moment à essayer de faire monter un peu le cours du pétrole, tant qu'ils peuvent en vendre, parce que si les Américains de nouveau imposent des sanctions économiques à l'Iran, vous savez comment ça va se passer. Ça va se passer aussi au niveau des transactions financières qui passent par les banques, et peut-être que de nouveau, l'Iran sera dans une situation plutôt délicate et difficile pour exporter son pétrole. Donc on comprend pourquoi c'est vraiment la pierre d'achoppement en ce moment de ces négociations. Bon, et puis alors, on n'a rien encore du côté de la Russie, parce que c'est pareil, cet accord il se traduit au sein de l'OPEP, mais il faut évidemment, et c'est la condition sine qua non que met l'Arabie Saoudite, il faut que les principaux pays producteurs en dehors de l'OPEP participent également à cet effort, et on pense évidemment à la Russie. Pour l'instant, la Russie a dit qu'elle ne participait pas à la réunion de l'OPEP, qu'elle laissait d'abord l'OPEP se mettre d'accord et qu'ensuite la Russie discutait avec le cartel. Donc on en est là sur le pétrole. Grégory, il y a quelques chiffres importants aussi qui méritent un commentaire de votre part, puisqu'on a eu les dépenses de consommation des ménages pour le mois d'octobre, les revenus des ménages accumulés également au cours du mois d'octobre, avec en plus un indice d'inflation. Qu'est-ce qu'on retient de ces chiffres, Grégory ? On retient qu'en fait les salaires ou les revenus continuent à augmenter, et je dirais même relativement fortement, parce que vous avez une hausse des revenus des ménages de 0,6% sur ce mois, de 0,4% sur le mois dernier. Ça fait 1% de hausse des revenus en 2 mois, c'est vraiment important. Et puis les dépenses des ménages qui augmentent, mais moins rapidement, et ça, comme c'est des chiffres du mois d'octobre, on peut comprendre que c'est dû au fait de l'indécision avant les élections au mois d'octobre. L'indice des prix, donc, qui est l'indice le plus regardé par la Fed, qui est le PCE, Price Consumer Expenditure, 1,7% de hausse annuelle. C'était 1,6 le mois dernier. L'objectif de la Réserve fédérale, c'est 2%. On y est presque. Vous avez en plus les chiffres de l'ADP sur l'emploi privé qui sont extrêmement forts, avec plus de 210 000 créations d'emplois. Tout ça sont que des chiffres qui vont dans le sens de ce que la Fed attend. Qu'est-ce que la Fed attend? Une justification pour remonter ses taux au mois de décembre, et une fois de plus, avec ces chiffres, elle les a nettement. Ouais, on voit d'ailleurs une réaction assez nette sur le marché obligataire américain, avec des taux qui se tendent assez significativement, de l'ordre de 8-10 points de base, puisque le 10 ans américain revient quasiment à 2,40%. Il y avait cet indicateur d'inflation aux États-Unis pour le mois d'octobre, vous le notiez, Grégory. On a eu un chiffre d'inflation pour la zone euro. Alors c'est intéressant de voir que voilà, on a 2 fois moins d'inflation grosso modo qu'aux États-Unis aujourd'hui. Le chiffre américain 1,7% sur un an pour l'inflation sous-jacente. Ça, c'est pour le mois d'octobre. Nous, on a une première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois de novembre. Et pour l'inflation sous-jacente, on reste bloqué très nettement sous les 1%, puisque l'inflation sous-jacente en zone euro ressort à plus 0,8% sur un an pour John Mnuchin, qui est donc cet ancien banquier de Goldman Sachs, avec un parcours assez hétéroclite, puisqu'il a produit également des films à Hollywood, notamment. En tout cas, voilà, le signal qu'on retient, c'est que c'est à nouveau un ex-banquier qui va récupérer ce poste de secrétaire au Trésor, un ex-Goldman Sachs qui plus est. Quel est justement le signal que veut envoyer Donald Trump, lui qui voulait assécher le marais de Wall Street quand il était encore simple candidat? Je dirais que le premier signe, c'est qu'il y a le discours électoral pour se faire élire, et puis il y a la politique pragmatique du futur président Trump qui est en train de se mettre en place. Et que en fait on peut vraiment saluer, parce que si on regarde les nominations, parlons par exemple de Mnuchin, un ancien de Goldman, comme vous disiez, il a 53 ans. Son père lui-même était un partenaire de Goldman Sachs, donc c'est vraiment dans la famille. Quand il a quitté Goldman Sachs, il a fondé un hedge fund. Ce hedge fund a investi dans de la production de films, dont Avatar. Avatar, c'était un des plus grands succès commerciaux de tous les temps. Donc ce banquier s'est un peu transformé en producteur de cinéma à Hollywood. Au passage, il a aussi racheté une banque, IndyMac, à l'État américain en 2010. Mais surtout, c'est quoi Mnuchin? C'est quelqu'un qui veut baisser les impôts, il l'a dit, mais il a vraiment dit clairement, passer les impôts des entreprises de 35 à 15%, baisser les impôts pour l'ensemble des Américains. Il est aussi favorable à une administration
amnistie fiscale pour tout l'argent qui est dans les caisses des compagnies américaines en Europe, hein, donc pour que cet argent revienne avec peut-être une taxation seulement à 10%. Donc c'est quelqu'un aussi qui a dit qu'en fait pour lui l'année prochaine il estimait que la croissance aux États-Unis serait entre 3 et 4%. Et je dirais que les marchés ont tout à fait envie d'entendre d'abord ce discours et puis d'avoir quelqu'un d'aussi pragmatique à la tête du Trésor. Évidemment que la critique se fera et sûrement de la part déjà des démocrates en disant bon ben on prend les mêmes, on continue. Par exemple, Elizabeth Warren, hein, qui est très très à gauche du Parti démocrate, a dit que Mnuchin c'était un peu quelqu'un qui était passé à travers toute la crise économique les yeux fermés, qu'il en avait même profité. Mais ça c'est un peu de la polémique. C'est le Forrest Gump de la crise financière, celui qui a voilà. Exactement. Toutes les plus mauvaises pratiques, il les a accomplies pendant la crise financière. Mais enfin, c'est quand même le signe que Donald Trump, qui avait fait de la finance son ennemi, ou en tout cas l'ennemi des Américains de la rue, pendant sa campagne, oui, il a besoin de s'assurer du soutien de Wall Street, il a besoin de s'assurer que les intérêts des marchés financiers seront quand même en partie préservés. Bah, écoutez, c'est certain que il fallait vraiment pas trop prendre au sérieux Donald Trump, l'ennemi de la finance. Enfin, d'abord, c'est un milliardaire. Je connais pas beaucoup de milliardaires qui sont ennemis de la finance. Il est entouré, comme on le voit, aussi de gens qui viennent des milieux financiers tels que Goldman Sachs et d'autres. Par exemple, Wilbur Ross. Je crois qu'en fait, la question pour Trump maintenant, c'est vraiment que la promesse principale sur laquelle il a été élu, c'était pas d'attaquer les banques, c'était de faire redémarrer l'économie et que tout le monde en profite. Donc si on relance l'économie, si on baisse les impôts, si par exemple il sauve les emplois comme il va déjà l'annoncer, ou il l'a déjà annoncé en fait d'avoir réussi à sauver 1 millier d'emplois chez un fabricant d'air conditionné, on lui pardonnera sûrement de s'entourer de gens qui ont travaillé à Wall Street. Merci beaucoup Grégory. Bonne séance à vous à New York. Ça commence dans un quart d'heure. On sera évidemment sur place pour l'ouverture en duplex depuis le Nasdaq avec Sabrina. Quentin Perroma, vous êtes toujours avec nous en plateau, directeur de la gestion d'Asset